Ok, donc bonjour à tous. Bienvenue pour cette première conférence de médecine interne chez Cartesia. Je m'appelle Marion, je suis interne de 6e semestre de médecine interne à Paris et je vais avoir la lourde tâche aujourd'hui de vous préparer une introduction aux maladies auto-immunes. Alors, je vais laisser le temps aux uns et aux autres d'atterrir parce que je pense qu'on attend encore un petit peu de monde. Donc, si vous voulez bien, pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez m'envoyer dans les messages du chat éventuellement votre année, si vous êtes en D1 ou en D3 ou en D4, et me dire si vous avez déjà fait de la médecine interne dans vos cours. Et si vous découvrez complètement la médecine interne, ça m'aidera peut-être un petit peu à cadrer le propos et la profondeur des détails sur lesquels on va revenir. Ok, donc jusque-là, il y a un petit peu de tout. Il y a de la D1 à la D4, donc j'espère que ça va vous contenter. Globalement, le programme de médecine interne, il est très vaste. C'est une spécialité qui recouvre beaucoup de choses. Et donc, déjà, dans le reste de l'année, on aura le temps de discuter beaucoup plus en détail de tout un tas de diagnostics un peu rares et un peu étranges qu'on voit qu'en médecine interne. Aujourd'hui, on a voulu se focaliser avec Laurie Sazoyan, qui est mon binôme et qui m'a aidé à préparer cette conf, on a voulu se focaliser sur les maladies auto-immunes spécifiquement, et particulièrement les connectivites, qui sont un petit peu les maladies stars, les maladies phares de la médecine interne. Donc on va discuter un peu des grands cas de nosologiques, on va faire tout ça au travers d'un dossier, d'un cas clinique. Parce qu'on a choisi d'axer toutes nos confs là-dessus sur le reste de l'année. Pourquoi? Parce qu'avec les dossiers cliniques, en fait, vous rencontrez des vraies situations, de la vraie vie, des vrais patients, de la vraie médecine interne. Je pense que c'est assez intéressant et que c'est plutôt comme ça qu'on apprend qu'en faisant des cours magistraux où on vous débite des informations pendant 3 heures. Donc, j'espère que là, ça créera une petite linéarité qui vous aidera à retenir un petit peu les détails et les notions de cours qu'on va rappeler un petit peu tout du long. Hop. Alors, oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Cartesia, il y a le lien qui est donné juste en bas juste au-dessus du chat et qui vous permet de télécharger le support du live. Globalement, ce que je vous conseille, c'est de le télécharger dans un second temps, de passer là heure et demie qui vient avec moi et de faire le dossier un petit peu au fur et à mesure. Vous aurez tout le temps de re-sauvegarder les quelques documents utiles plus tard. Hop. Alors, on va commencer en douceur avec le cas d'une jeune femme de 28 ans qui vous est adressée par son médecin traitant pour des arthralgies. Donc, c'est une jeune femme qui est en thèse d'histoire, qui voyage pas mal dans le cadre de ses études, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui est adressée donc pour des douleurs articulaires qui intéressent les 2 mains et qui l'handicapent énormément. Et accessoirement, à ce moment-là, en tout cas, elle rapporte aucune plainte annexe. Donc, première question, quelle question allez-vous lui poser pour faire préciser la nature de ses douleurs? Alors, celle-là, elle ne devrait pas poser trop de problèmes jusque-là. Est-ce que vous allez lui demander la durée d'évolution de ses symptômes? Est-ce que vous allez lui demander la localisation, plutôt dans les jointures ou plutôt dans les masses musculaires? Est-ce que vous allez lui demander s'il y a une sensibilité à une prise médicamenteuse? Est-ce que vous allez lui faire préciser le rythme, donc plutôt quotidien ou plutôt hebdomadaire? Et est-ce que vous allez lui faire préciser la présence de fièvre? Voilà. Alors, je vais vous laisser 20-25 secondes pour répondre à chaque fois, parce qu'en plus, il y a un petit décalage, donc je verrai vos réponses en décalé.
N'hésitez pas à poser des questions, même si ça sort un petit peu du cadre. Soit j'y répondrai pendant si c'est faisable, soit j'y répondrai dans les 10 dernières minutes s'il y a des questions vraiment fondamentales qui ont surgi à ce moment-là. Ok, donc jusque là, ça n'a pas l'air de vous poser énormément de problèmes. Tout va bien. Les bonnes réponses étaient évidemment A, B, C, D, E. Hop. Alors, bon, bah ça, c'est vraiment l'interrogatoire de base face à toute symptomatologie, finalement, pas juste face à des arthralgies. Depuis quand ça évolue? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Est-ce que ça a fait quelque chose? Pour les arthralgies, pour plein de plaintes algiques en médecine interne, les AINS, c'est un très bon marqueur parce que c'est vraiment un anti-inflammatoire et donc sur des douleurs qui sont des douleurs inflammatoires vraies, ça va beaucoup vous orienter aussi dans votre diagnostic. Le rythme quotidien versus hebdomadaire, alors c'est pas là tout de suite, ça paraît pas forcément hyper clair. Il y a plein de maladies, notamment des maladies périodiques, où faire définir la périodicité des symptômes, et ben ça va beaucoup vous orienter parce que toutes les maladies se présentent pas de la même façon. Il y en a qui font mal en permanence, il y en a qui font des espèces de grands 8 avec des douleurs et puis des phases de rémission, et puis les phases de rémission qui durent plus ou moins longtemps, ça vous oriente aussi vers certains diagnostics. Ok, donc jusque là, pas trop de soucis. Fort bien. Question 2. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles vous orienterez vers des douleurs d'origine mécanique? Alors là, vous avez l'aggravation en fin de journée après des efforts, des nodules des jointures, une douleur ressentie la nuit avec réveil nocturne, des douleurs en ouvrant la poignée de porte de sa chambre le matin, ou réponse E, un travail manuel répétitif. Donc pareil, je vous laisse 20-25 secondes pour répondre. Ok, donc on va répondre à celle-là aussi. Les bonnes réponses, c'était la réponse A et la réponse E. Bon, on refera un petit topo là dans quelques minutes sur le raisonnement face aux arthralgies, donc je vais pas tout refaire, mais globalement, les nodules des jointures, bah, ça peut un peu vouloir tout dire et rien dire. Il y a deux grands types de nodules qu'on retrouve comme ça dans des contextes arthralgiques, surtout au niveau des mains. Il y a les nodules d'Eberden et de Bouchard qui sont des signes d'arthrose. Donc ça, c'est chez les personnes un peu âgées. Souvent, vous voyez qu'il y a des gros nodules au niveau des jointures à cet endroit-là. Ça s'appelle des nodules d'Eberden. Et il y a les nodules rhumatoïdes. Donc dans un cas, on est dans une cause purement mécanique. Dans l'autre, on est dans une cause franchement inflammatoire. Donc la présence de nodules, ça ne va pas vous permettre de trancher entre les deux dans l'absolu. La douleur la nuit et la douleur au petit matin, c'est évidemment des signes plutôt d'atteinte inflammatoire. Et le travail manuel répétitif, forcément, ça vous oriente, puisque là, ça va vous orienter plutôt vers des troubles musculo-squelettiques liés au travail. Là-dessus, il y a des arthroses authentiques qui se créent chez des gens qui resserrent des choses toute la journée. Ok. Alors, on avance un petit peu. Vous avez Madame Noble donc qui se plaint spécifiquement de douleurs qui intéressent l'ensemble des doigts. Donc l'ensemble des doigts, c'est vraiment toute la main, les 5 doigts des 2 mains, sans distinction, avec une atteinte qui prédomine un petit peu au MCP, donc à cet endroit-là, et qui sont reproductibles à la palpation. Elle vous décrit aussi des douleurs des 2 poignets et des douleurs un peu plus rares au niveau des pieds qui sont localisées au tarse. Ces douleurs sont principalement matinales. Elle la réveille fréquemment au petit matin et elle vous rapporte avoir besoin de plusieurs dizaines de minutes le matin pour récupérer une mobilité normale et sans douleur. Hop, donc avec ces informations-là,
comment est-ce que vous allez caractériser le tableau articulaire présenté par cette patiente. Alors là, vous avez 5 propositions, je vous aide, il n'y en a qu'une qui est vraie. Prenez le temps de bien lire, prenez le temps de réfléchir, et puis on se retrouve dans 20 secondes pour la correction. Ok, donc là, les réponses partent dans tous les sens, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais avec cette question. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu point par point. Il y a 3 choses qui sont proposées pour chacun des tableaux, enfin chacun des tableaux articulaires là qu'on vous a détaillés. Il y a la question de oligoarthrite ou polyarthrite, enfin de l'atteinte oligoarticulaire ou polyarticulaire. Il y a la question de inflammatoire versus mécanique et la question de symétrique asymétrique. Alors symétrique, asymétrique, bah déjà je vous ai dit que c'était vraiment les 2 mains, les 2 carpes, les 2 tarses, donc globalement c'est vraiment symétrique. La A, vous pouvez l'éjecter d'emblée. Ensuite la question du nombre d'articulations, bah si on se dit qu'elle a les 2 mains, donc à peu près toutes les articulations de la main, ou au moins toutes les MCP, plus les 2 carpes, plus les 2 tarses, ça vous fait quand même grimper le nombre d'articulations à plus d'une dizaine. Donc là on est clairement dans une atteinte polyarticulaire. Et la dernière chose, c'était le caractère mécanique ou inflammatoire. Et si je vous remets sur le texte, qu'est-ce qui est dit, elle vous dit que c'est le matin, que ça vous la réveille au petit matin, qu'elle a plusieurs dizaines de minutes à chauffer ses articulations avant de retrouver une mobilité normale. Donc ça, évidemment, ça vous oriente vers des douleurs inflammatoires. Et là où il y avait un petit piège, et puis je vois qu'il y en a qui sont en train de tilter, c'est entre polyarthralgie et polyarthrite. Polyarthralgie, c'est très simple, c'est j'ai une plainte douloureuse sur plusieurs articulations. Ça, c'est ce que vous dit la patiente. Ça, c'est quelque chose de subjectif, c'est un motif de consultation. Polyarthrite, c'est une anomalie objective, l'arthrite. L'arthrite, c'est vous qui la diagnostiquez, c'est pas le patient qui va vous dire « Ah là là, j'ai de l'arthrite sur tous les doigts de la main ». L'arthrite, c'est une articulation qui est rouge, qui est chaude, qui est gonflée. En gros. Là, on vous dit que les doigts sont pas déformés, qu'ils sont pas rouges, pas gonflés. Donc, on est dans la polyarthralgie, on n'est pas dans de la polyarthrite vraie avec cet énoncé-là. Voilà, donc si jamais ça vous fait beaucoup réagir et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez évidemment me le dire, on peut discuter là-dessus. Mais en attendant, là, la réponse D est considérée comme exacte. Alors, on va essayer d'évacuer cette partie-là parce que en général, ça c'est vraiment de la rhumato un peu de base et elle vous pose pas trop de soucis. Donc, on fait un petit topo sur comment on réfléchit face à des arthralgies. Et ben, face à des arthralgies, il y a 3 questions qui sont juste 3 questions fondamentales à poser aux patients. C'est où, quand et depuis quand. Donc, la question du où, c'est la question de la localisation de la douleur. Là, c'est un petit peu à vous de faire préciser beaucoup aux patients. L'erreur de base, l'erreur c'est souvent quand le patient vous dit « Ah, j'ai mal aux articulations », vous l'interrogez pas, vous lui faites pas repréciser dans le détail. Et en fait, vous voyez juste sur un doigt, l'articulation c'est ça, c'est pas ça. Je sais pas si c'est très clair, si mon doigt passe super bien à la caméra, mais faire préciser aux gens si c'est vraiment à l'endroit où ça plie, ou si c'est un petit peu autour, ça va vous aider à faire la différence entre des pathologies articulaires et puis des tendinopathies et des pathologies musculaires. Et c'est pas forcément très évident. Ensuite, une fois que vous avez la localisation montrée par le patient, il va falloir déterminer si c'est monoarticulaire, oligoarticulaire ou polyarticulaire. Bon, là c'est assez simple. Mono c'est 1, oligo c'est 2 ou 3, et poly c'est 4 et plus. Et puis il y a la question de est-ce que c'est symétrique ou non.
Ensuite, la deuxième question, c'est la question de l'horaire. Donc, c'est quand est-ce que ça fait mal dans la journée. Ça aussi, c'est hyper important parce que rien qu'avec un interrogatoire correct là-dessus, vous écartez plein d'étiologies. Quand est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que c'est mécanique? Je vous ai remis sur la diapo les 3 points un petit peu cardinaux pour le diagnostic de pathologie inflammatoire. C'est matinal. Donc, quand on dit matinal, c'est entre 2h du matin et midi. C'est une grosse amplitude de matinée, mais c'est en tout cas plutôt juste avant le réveil et juste après le réveil. Alors que les douleurs mécaniques, eh ben, ça survient en fin de journée quand on a travaillé sur les articulations et quand on a pesé de tout son poids sur les articulations, notamment au niveau des genoux, quoi. La question de l'amélioration par l'effort, les pathologies inflammatoires articulaires, ce que vont vous dire les patients, ils vont vous faire ce geste-là le matin, ils vont vous dire le matin, j'ai besoin de forcer sur les articulations pour récupérer un peu de souplesse, et ça peut prendre des minutes et des dizaines de minutes. Donc ça, c'est le dérouillage matinal. Classiquement, dans les pathologies inflammatoires, on dit qu'il faut au moins 30 minutes de dérouillage matinal. Alors évidemment, c'est un cut-off qui n'est pas du tout parfait. Il y a des gens qui ont besoin de moins, il y a des gens qui ont besoin de plus. Mais l'idée, c'est vraiment cette difficulté le matin à avoir une vraie amplitude de mouvement. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur la poignée de la porte, c'était pas complètement involontaire de ma part, c'est ce qu'on appelle le signe de l'Attlanche, et ça je vous invite vraiment quand vous avez des patients qui viennent pour des arthralgies à leur poser la question et à leur demander s'ils ont mal effectivement quand ils appuient sur la poignée de porte, parce que ça c'est hyper évocateur des douleurs inflammatoires où ils vont bien toute la journée, ils ont pas mal toute la journée, puis le matin après une nuit à garder les articulations froides et à plat, dès qu'ils mettent la main sur la planche de la porte pour appuyer, et ben ça leur fait hyper mal. Voilà. Et puis la durée d'évolution, là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. Quand c'est aigu, c'est moins de 6 semaines. Alors ça dépend un peu des auteurs, moins de 6 semaines, moins de 3 mois. En tout cas, c'est d'évolution assez courte, on va dire. Et puis chronique, c'est à l'inverse, plus de 3 mois. Alors il y a d'autres questions à poser, je vous ai même pas mis le terrain tellement ça semblait évident, mais évidemment c'est pas la même chose d'avoir des arthralgies à 90 ans que d'avoir des arthralgies à 25 ans. Évidemment dans un cas vous allez évoquer de l'arthrose, dans l'autre vous allez plutôt être un petit peu circonspect face à la possibilité d'une arthrose. Les autres questions fondamentales, c'est donc les sensibilités au traitement. Évidemment, les gens, ils ont chez eux du paracétamol, ils ont chez eux des INS, ils ont parfois même chez eux des corticoïdes, ou alors il se peut aussi que leur médecin généraliste ait essayé de mettre des corticoïdes à un moment. Donc tout ça, c'est des informations qui sont hyper précieuses pour distinguer des douleurs très inflammatoires, de maladies inflammatoires, et des douleurs beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus entretenues par l'effort. La symptomatologie associée, toujours, donc les symptomatologies articulaires. C'est là qu'on fait la différence entre la polyarthrite et la polyarthralgie. Donc si c'est pas rouge, si c'est pas gonflé, s'il n'y a pas de jus dans l'articulation, c'est plutôt polyarthralgie. Les signes généraux, évidemment, ça va vous orienter vers quelque chose éventuellement de septique ou vers des maladies inflammatoires systémiques. Et puis les signes systémiques associés. Donc évidemment, un patient, quand ça vient pour des arthralgies, ça s'examine pas que sur les articulations, ça s'examine de la tête aux pieds. Donc il faut tout passer en revue. Est-ce que vous avez eu des épisodes avec l'œil rouge? Est-ce qu'il y a eu de la rougeur sur la peau? Est-ce que les muscles font mal? Est-ce que les muscles sont faibles? Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Etc. etc. Vous verrez un petit peu plus tard dans le live que tout ça, c'est des questions vraiment cruciales. Alors on vous a remis ici, je vais switcher juste sur, voilà, on vous a remis ici un tableau qui est un tableau inspiré de ce que vous trouverez dans une version beaucoup plus complète dans le collège de rhumatologie. Pourquoi on vous a mis ça? Juste pour vous montrer que finalement là, juste avec l'interrogatoire de la patiente et un examen très sommaire, on arrive à se trouver dans 2 grands cadres. C'est-à-dire que la patiente, elle avait une atteinte polyarticulaire, symétrique et inflammatoire. Et vous voyez que ça nous sort 2 étiologies possibles. Ça nous sort la polyarthrite rhumatoïde et les connectivites, globalement. Alors, c'est pas du 100% du tout, attention. Il se peut que vous ayez d'authentiques spondylarthropathies qui se présentent initialement comme des arthralgies des mains. Ça existe. Déjà, il va falloir que vous essayiez de débusquer, vous, les autres atteintes associées, donc notamment les atteintes axiales. Mais enfin, globalement, si vous avez fait un bon examen clinique, un bon interrogatoire et que vous tombez sur de la polyarthralgie symétrique chez une femme jeune, les 2 premiers diagnostics, c'est PR et connectivite. Ok. Alors, comment on fait la différence entre la PR et la connectivite?
La présentation articulaire, c'est un petit peu la même au début, c'est-à-dire que c'est des femmes, alors souvent, si on reste un peu dans le cliché, c'est des femmes jeunes. C'est des femmes jeunes qui vont arriver en consultation pour des polyarthralgies des mains et des doigts et des carpes, généralement symétriques, avec une évolution chronique depuis plusieurs mois. Comment on fait le distinguo donc entre les connectivites et entre les polyarthrites rhumatoïdes? Il y a 3 points. Sur les 3 points, donc il y a l'épargne des IPD, l'épargne des interphalangiennes distales. Vous savez qu'il est très rare dans les polyarthrites rhumatoïdes d'avoir une atteinte de l'interphalangienne distale, donc juste ici. C'est beaucoup plus fréquent dans le lupus et dans les autres connectivites. La deuxième chose, c'est que les connectivites dans leur ensemble, ça ne donne pas de destruction, ça ne donne pas d'érosion, ça ne donne pas de déformation. C'est-à-dire que c'est des doigts qui sont douloureux, qui peuvent même être un peu gonflés, mais il n'y a pas de processus érosif, il n'y a pas d'anomalie de destruction osseuse ou articulaire sur les différentes radios, alors que c'est au contraire un signe qui est assez précoce dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez qu'on regarde les érosions de la tête du 5e métatarsien, enfin il y a des érosions qui sont vraiment beaucoup plus au premier plan. Et puis la dernière chose, c'est la prépondérance des signes cliniques associés. Les maladies de système, c'est des maladies de système, et donc il y a plusieurs organes atteints assez rapidement dans le diagnostic. Dans l'APR, il peut y avoir des atteintes, notamment pulmonaires, ça reste en général assez tardif. Ça reste une minorité de patients, et ça vous permet assez rapidement de vous orienter vers de l'APR ou vers pas de l'APR. Hop. Alors, donc, si on reprend le cas de notre patiente, devant son âge jeune, devant l'évolution chronique, le caractère polyarticulaire et symétrique, vous évoquez en premier lieu une maladie dysimmunitaire sous-jacente, donc polyarthrite rhumatoïde ou connectivite. Et là, votre patiente, elle est inquiète. Pourquoi elle est inquiète? Parce que, en fait, là, elle vous explique que sa tante, elle est atteinte d'une maladie du système immunitaire, dont elle ignore le nom, mais qui a nécessité une greffe de rein. Donc si vous avez le nom de cette maladie du système immunitaire, globalement il y a 2 grands cadres qui font maladie du système immunitaire et greffe de rein. Vous avez le droit de me le mettre en commentaire, ça vous fera un petit challenge diagnostique en plus. Et puis sa sœur aînée présente une hypothyroïdie depuis quelques années, donc vous savez que l'hypothyroïdie ça fait partie des atteintes auto-immunes d'organes, dans les thyroïdites de Hashimoto. Donc tout ça, ça lui fait un terrain dysimmunitaire à votre patiente. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet des pathologies auto-immunes avec la question 4. À propos des maladies auto-immunes, quelles affirmations sont vraies? Donc, petit a, les maladies auto-immunes systémiques correspondent aux connectivites. Petit b, les connectivites sont toutes caractérisées par l'existence d'auto-anticorps associés. Petit c, les maladies auto-immunes sont fréquemment d'origine monogénique. Petit d, certaines connectivites ne sont pas auto-immunes. Et petit e, des auto-anticorps sont retrouvés chez 100% des patients atteints de connectivite. Alors là, c'est un peu fourbe, donc je vais vous laisser bien réfléchir. Alors, je vais corriger. Je pense qu'il va y avoir des déçus parce que je n'ai pas vu beaucoup passer la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la B. La bonne réponse, c'était la B. Alors, on va faire un petit topo médecine interne, maladie auto-immune, connectivite, là, dans quelques diapos. Ce que je vous propose, c'est de faire la question 5 en même temps et puis on corrigera les deux à la fois. La question 5, elle est un petit peu plus simple. Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont des connectivites? Donc là, vous avez le syndrome de Gougerot, la sclérodermie, la sarcoïdose, la maladie de Steele et la granulomatose avec polyangéite, qui est donc la maladie de Wegener. Donc pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre.
Ok, on corrige. Celle-là, elle est un petit peu plus simple. Donc là, j'ai vu pas mal de fois passer la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la réponse A et la réponse B. La sarcoïdose et la maladie de Steele ne sont pas des maladies auto-immunes. Et la granulomatose avec polyangéite, donc la maladie de Wegener, est bien une maladie auto-immune, mais c'est pas une connectivite, c'est une vascularite. Alors, on va reparler un petit peu plus en détail des maladies auto-immunes là sur les 2 diapos qui viennent. Je vais même sauter cette diapo, j'y reviendrai après. Je vais vous mettre directement là-dessus. Donc là-dessus, c'est un petit schéma, en fait, qui, j'espère, simplifiera un peu dans vos têtes les classements nosologiques en médecine interne. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une espèce de grand fourre-tout dans vos têtes où on dit maladie auto-immune parce que c'est une maladie qui vient du système immunitaire. On n'est pas très clair, là-dessus. Donc déjà, il va falloir diviser les maladies dites immunitaires, en gros tout le panel de maladies qu'on gère en médecine interne, entre les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires de l'autre côté. La grande différence entre ces 2 cadres diagnostiques, c'est comment ça marche. La maladie auto-immune, c'est une maladie de rupture de tolérance du soi. Et si vous avez quelques souvenirs d'immuno, qui c'est qui fait la tolérance du soi? C'est les lymphocytes. Donc, qui dit lymphocyte dit anticorps. Donc, les maladies auto-immunes, par définition, il y a des auto-anticorps associés. Alors, ça peut être des auto-anticorps associés, ça peut être de temps en temps des lymphocytes autoréactifs associés, mais en général, par définition, normalement, c'est des maladies sur lesquelles on retrouve un anticorps. Les maladies inflammatoires, à l'inverse, c'est pas des maladies de rupture de tolérance du soi. Vous vous rappelez que l'immunité innée, elle fait pas du tout la reconnaissance du soi. L'immunité innée, elle dit juste danger, pas danger. S'il y a du danger, je crache des cytokines. Et c'est exactement ce qui se passe dans les maladies inflammatoires. Il y a une dérégulation de cette sécrétion de cytokines. Il y a un emballement de la réponse inflammatoire cellulaire et biologique de façon générale. Et ça va vous donner des catégories de maladies un peu particulières. Alors là, je vous ai mis globalement uniquement celles que vous connaissez dans vos programmes ECN. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est un peu là-dedans qu'on va retrouver la sarcoïdose, la maladie de Steele, dans une version monogénique à la fièvre méditerranéenne familiale. Tout ça, c'est des maladies où il n'y a pas d'auto-anticorps. Ok, donc si on revient aux maladies auto-immunes, sur les maladies auto-immunes, il y a 2 sous-catégories. Il y a maladie auto-immune systémique et maladie auto-immune spécifique d'organes. Spécifique d'organes, en général, c'est plein de maladies que vous connaissez et que vous n'avez pas forcément fléchées comme maladie auto-immune dans votre tête. Donc comme ça, au moins, ça aura une place un peu claire dans la classification. Donc c'est les Hashimoto, c'est les Birmer, c'est les diabètes, c'est les vitiligo, il y en a tout un paquet. Et de l'autre côté, il y a les maladies auto-immunes systémiques. Et les maladies auto-immunes systémiques, il y a à nouveau une dichotomie qui se fait entre les connectivites et les vascularites. Alors je ne sais pas si ça apparaît bien parce que c'est écrit en jaune un peu trop clair. Donc les connectivites, elles sont à gauche de la diapo. Donc c'est le lupus, le syndrome de Gougerot, la sclérodermie, les myosites. Il y a aussi le syndrome de Sharp qu'on appelle connectivite mixte, qui est encore un sous-type de connectivite. Et de l'autre côté, il y a les vascularites, donc notamment les vascularites à Anka, le loup de Pasteur, le purpura rhumatoïde, les trios. La grande différence dans vos têtes, c'est qu'est-ce qui fait le primum movens de la maladie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens sont malades. Et dans les vascularites, l'atteinte initiale, c'est une atteinte vasculaire. Dans les connectivites, l'atteinte initiale, c'est une atteinte tissulaire. Attention, sinon ce serait trop simple, ça se corse un peu. Dans les connectivites, il peut y avoir de la vascularite associée, et dans les vascularites, il peut y avoir d'authentiques atteintes tissulaires. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui fait le gros de la maladie. C'est ça qui va vous permettre de classer les maladies dans les 2 catégories. Donc pour reparler un petit peu maladie auto-immune, rupture de tolérance du soi, donc il y a les 2 types de maladies auto-immunes, ça on en a parlé. Les facteurs favorisants, alors je vous ai demandé si c'était des maladies monogéniques. Non, attention, les maladies auto-immunes, c'est de façon très rare des maladies monogéniques. Ça arrive dans 2 contextes particuliers devant lesquels vous devez les évoquer. C'est d'une part le contexte pédiatrique. C'est pas normal d'avoir un lupus à 30 ans, mais c'est encore moins normal d'avoir un lupus à 5-6 ans.
Et puis, c'est dans des contextes syndromiques, c'est-à-dire où vous allez avoir un patient avec un lupus authentique, cliniquement absolument pas douteux, avec les anticorps et tout ce qu'il faut, mais il va avoir par ailleurs, soit chez lui, soit dans son noyau familial restreint, beaucoup de cas de maladies hématologiques, beaucoup de cas d'immunodépression, on ne sait pas trop d'où elles sortent, des présentations un peu atypiques aussi dans le lupus. Donc globalement, des patients comme ça, premier réflexe que vous devez avoir, c'est faire un arbre généalogique et poser la question de est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille, est-ce qu'il y a de la consanguinité dans la famille, tout ça, ça va vous orienter. Mais là, c'est pas le propos. Les facteurs favorisants génétiques pour la grande majorité des maladies auto-immunes, c'est des facteurs, c'est des atteintes multigéniques avec des facteurs favorisants qui sont pas du tout des vraies transmissions mendéliennes comme on pourrait l'espérer parce que ce serait un peu plus simple. Là, c'est 30% de concordance chez les jumeaux monozygotes. Donc chez des gens qui ont strictement le même ADN, il y a 70% des gens qui vont pas avoir la même maladie auto-immune que leur frère ou sœur jumelle, quoi. Il y a en plus de ça des facteurs environnementaux qui se rajoutent. Donc la théorie hygiéniste qui a tendance à dire que, en très bref, moins votre système immunitaire est stimulé par plein d'antigènes, parce que maintenant on vit dans des conditions d'hygiène qui sont assez sympathiques par ailleurs, mais qui peuvent fragiliser un petit peu les mécanismes de tolérance du soi. Il y a ça, il y a le tabac, il y a la silice. Je ne sais pas si vous le savez, la silice, en plus de faire de la silicose, ça fait de la sclérodermie. Et puis il y a plein de médicaments, notamment avec le lupus, qui ont été associés. Donc ensuite, on passe sur une des questions qui avait probablement posé un petit peu problème sur les deux petits quiz. C'était la question de 100% des connectivites sont-elles associées à des auto-anticorps? Bah oui, 100% des connectivites sont associées à des auto-anticorps. Ça veut dire que pour chacune des connectivites, on a des auto-anticorps qui sont très bien identifiés, où on sait que tel anticorps, alors par exemple les anti-MDA5, on sait que ça donne des dermatomyosites. Ça ne veut pas dire que 100% des patients ont un auto-anticorps retrouvé. Ça veut juste dire que pour toutes les connectivites, on a découvert des auto-anticorps qui étaient causaux dans la maladie. Voilà, je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. J'espère. Alors, on avance un petit peu. Alors, question 6, donc à propos des anticorps antinucléaires. Alors, celle-là aussi, elle va être un peu piège, donc réfléchissez bien. Alors, est-ce que les anti-DNA, les anti-ADN natifs sont exprimés en titres? Est-ce que les faux positifs d'ACAN en population générale sont fréquents? Alors, j'ai pas mis de seuil, là, c'est moi qui ai fait une erreur. On va dire, est-ce que les faux positifs d'ACAN en population générale sont entre 5 et 10%? Allez. Le suivi du titre d'ACAN est utile au suivi des patients lupiques. Ensuite, la question D, est-ce que 30% des patients lupiques environ ne présentent pas d'ACAN au moment du diagnostic? Et puis la réponse E, est-ce que les anti-ENA sont très spécifiques des connectivites, tandis que les DNA sont très sensibles? Alors pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Pendant ce temps, je regarde les questions que vous avez pu me poser. S'il y en a qui tombent un peu trop comme un cheveu sur la soupe, on essaiera de prendre 10 minutes à la fin pour faire le tour.
Alors, on va corriger. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est si évident que ça pour vous. Je pense qu'on va essayer de refaire le point et j'espère que vous allez sortir avec les idées au clair là-dessus. Les bonnes réponses donc pour cette question, c'était uniquement la réponse B. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse les diapos qui suivent. Si jamais il y a d'autres questions, si jamais vous ne comprenez pas la correction avec les diapos qui suivent, vous pouvez évidemment me reposer des questions. Alors, on va se remettre comme ça. Les anticorps antinucléaires. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas forcément très clair. Donc déjà, la nomenclature. Vous avez 4 façons au moins de l'écrire. Ça va dépendre de votre fac, ça va dépendre des traditions de vos profs. À la rigueur, peu importe que vous écriviez ça ACAN, AAN, ANA, FAN. FAN, c'était les facteurs antinucléaires. C'était pas mal utilisé à Paris il y a quelques temps. Peu importe. En tout cas, les anticorps antinucléaires, qu'est-ce que c'est? C'est les anticorps qui sont les plus sensibles pour le diagnostic de connectivité. Donc, comment ça se diagnostique, comment ça se recherche des anticorps antinucléaires? Et ben, ça se recherche avec une immunofluorescence indirecte. Et donc l'immunofluorescence indirecte, et ben, vous le voyez à cet endroit-là. Globalement, vous avez un antigène qui est un antigène fixé au fond d'un puits, qui est un antigène qu'on choisit nous, enfin que le laboratoire choisit. Par-dessus cet antigène, on va venir verser le sérum du patient. Donc dans le sérum du patient, il y a ces auto-anticorps à lui qui flottent. Et s'il y a des auto-anticorps qui reconnaissent l'antigène, ils vont se fixer. Ensuite, on va laver, on va renverser tout le sérum et on va rajouter par-dessus des anticorps révélateurs, ce sont des anticorps anti-anticorps, auxquels il y a un fluorochrome qui est fixé. Et donc là, si vous me suivez, si vous avez un auto-anticorps, qui est l'anticorps étudié, qui a reconnu l'antigène, il est resté fixé. Donc une fois qu'on a lavé, il est resté fixé aussi. Et quand on a rajouté l'anticorps révélateur et le fluorochrome, qu'on relave derrière, et bien l'anticorps révélateur, il reste fixé lui aussi à tout le magma qui s'est agglutiné au fond du puits. Si à l'inverse, il n'y a pas d'anticorps, pas d'auto-anticorps, donc pas d'anticorps étudié, et ben ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez laver, il y a tout qui va partir et le fluorochrome ne sera plus retrouvé à la fin. Et donc une fois qu'on a fait ces étapes, eh ben, on va vous dire oui ou non, il y a une fluorescence anormale. Donc oui ou non, il y a du fluorochrome qui est resté au fond du puits. Et on va vous rendre ce résultat en titre et en aspect. Alors le titre, pour que ce soit clair, j'espère que ça l'est à peu près dans vos têtes déjà, le titre c'est l'inverse de la plus grande dilution où on détecte une fluorescence. C'est-à-dire que si vous avez dilué 160 fois, enfin si vous avez dilué au 1/160e, que vous rediluez encore, donc que vous passez à une dilution au 1/320e et que là vous voyez plus la fluorescence, et ben on va vous rendre une fluorescence positive au 1/160e. Ensuite l'aspect, alors ça je vous ai mis des petits exemples de fluorescence, on aura le temps d'en reparler dans d'autres conférences dans l'année. Je pense que globalement vous c'est pas la peine que vous sachiez reconnaître les types de fluorescence, hein, ça a pas tellement de sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une orientation, c'est pas du 100%, c'est pas ce qu'on a de plus fiable, c'est une orientation quand même sur la spécificité de l'anticorps qu'on est en train de visualiser. Et donc si on parle maintenant des spécificités des anticorps antinucléaires, en gros, en très gros, il y a 2 catégories. Il y a d'un côté les anti-DNA et d'un côté les anti-ENA. Et ces deux types d'anticorps, ils vont avoir des particularités un petit peu, des spécificités chacun. Les anti-DNA, donc c'est des anticorps qui se recherchent par un test ELISA, puis avec une confirmation secondaire si le test ELISA était positif, et ils vont être exprimés en taux. Donc on va vous rendre un résultat d'anti-DNA, ce sera toujours, mettons, 30 unités par millilitre, ou 30 ou 70 unités par millilitre ou par litre, peu importe. A l'inverse, les anti-ENA, en fait, ça groupe plein d'anticorps. Là, il y a plusieurs techniques de recherche, mais en général, on va vous les rendre en positif ou négatif. Ça, c'est ce que fait la plupart des labos. C'est largement suffisant hein, dans la pratique quotidienne. La spécificité de ces anticorps, en fait, elle va vous permettre d'avancer beaucoup plus dans le diagnostic que la présence d'ACAN. La présence d'ACAN, ça va vous dire est-ce que oui ou non il y a de la désimmunité. Le fait qu'il y ait une spécificité, qu'il y ait des anticorps très spécifiques qui soient retrouvés, ça va vous permettre de dire tiens, là ça fait plus penser à telle maladie auto-immune, là ça fait plus penser à telle autre. Et message hyper important, les anti-DNA,
c'est 100% de spécificité quasiment pour le lupus. Donc un patient, même avec une clinique un peu bâtarde, où vous savez pas trop ce que c'est, ça ressemble à rien, s'il a des anticorps antinucléaires positifs et des anti-DNA fortement positifs, ça sent le lupus à plein nez. À l'inverse, les anti-ENA, il y a plusieurs anticorps, ils vont tous avoir des spécificités un peu variables. Il y a des anticorps très spécifiques parmi les anti-ENA, il y en a qui le sont beaucoup moins. En tout cas, ça va toujours vous servir d'orientation. Hop. Et donc là, je vous ai remis tous les anticorps, on va dire, pas forcément que vous avez à connaître par cœur, mais ceux dont c'est bien d'avoir vu le nom avant de débarquer pendant votre internat. Donc les anti-DNA, qui sont clairement ce qu'on fait de plus fréquent dans le lupus, donc en dehors du fait que ce soit très spécifique, c'est aussi assez sensible pour le diagnostic de lupus. Dans le lupus, vous avez plein d'autres anticorps qu'on rencontre, il y a les anti-SM, les anti-RNP, les anti-SSA, les anti-SSB, je vous ai mis à chaque fois la fréquence respective dans la maladie concernée. Et là, je vous disais que justement la spécificité, elle n'était pas de 100%, mais vous voyez que les anti-SSA, les anti-SSB, c'est des anticorps qu'on retrouve. Donc c'est des anticorps qui font beaucoup évoquer la maladie de Gougerot, mais parfois on les retrouve dans le lupus, alors pour deux raisons, soit parce qu'il y a des lupus avec d'authentiques maladies de Gougerot associées, des gens qui ont 2 maladies auto-immunes, ce qui n'est pas rare, mais parfois il y a juste le marqueur sérologique, donc juste un anti-SSA ou un anti-SSB qui se balade chez des lupiques. Voilà, donc les anticorps des myosites, je pense pas que vous ayez à les connaître, il y en a toute une liste, une grande liste à l'après-vert, là je vous ai mis les 3 plus marquants globalement, je pense que ça devra vous suffire. Alors, énorme message, et là-dessus j'insiste très fort, la présence d'ACAN, c'est physiologique. Là, on est quoi? On est 600 connectés. Si on s'amuse à faire des recherches d'ACAN aux 600 connectés de la conf de ce soir, eh ben, il va y en avoir beaucoup qui vont revenir positifs. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous avez tous des maladies auto-immunes. Ça veut juste dire que votre corps, il n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que si on se rappelle d'où ils viennent, ces anticorps antinucléaires, bah, c'est les auto-anticorps. Donc c'est des anticorps qui sont produits par des lymphocytes autoréactifs. Et peut-être que vous vous rappelez aussi de ce détail, votre corps il fabrique des lymphocytes autoréactifs, ça c'est normal, c'est sa façon de faire, de créer le maximum de diversité de répertoire, notamment pour les anticorps. Et puis ensuite il y a une deuxième phase, qui est une phase de sélection négative, où on va venir tuer tous les anticorps qui reconnaissent des molécules du soi. Bah, votre corps il n'est pas parfait à 100%, donc il en laisse quand même un petit peu filer, c'est normal, c'est pas inhabituel d'avoir quelques auto-anticorps circulants, tant qu'il y en a quelques-uns, c'est pas problématique. Donc pour savoir si la présence d'ACAN elle est ou pas pathologique chez votre patient, il y a 3 questions à poser. Première question, c'est le titre. Donc je vous ai dit que c'était rendu en titre, et ben c'est pas du tout la même chose d'avoir des ACAN au 1/80e ou d'en avoir au 1/640e. Ça va être des choses assez particulières. Là je vous ai mis les données sur la diapo pour globalement la population générale. Si on considère des ACAN au 160e, il y a 5% de la population générale chez qui ce sera positif, et il y a plus de 20% chez les plus de 60 ans, et encore plus chez les femmes de plus de 60 ans parce que les femmes font plus d'auto-immunité. Donc globalement ça veut rien dire. Donc, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est la spécificité. La spécificité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aller chercher les anti-DNA, les anti-ENA, regarder qu'est-ce qui sort. S'il y a des anti-DNA, c'est quand même très évocateur d'une pathologie de lupite sous-jacente. S'il y a des anti-ENA, bah, vous allez regarder un petit peu si votre patient il y a des choses qui sont compatibles. Et puis la troisième chose, en fait c'est la plus fondamentale, c'est la clinique. Alors je sais bien qu'en médecine interne, on a la réputation de chercher des anticorps, des valises d'anticorps à tous nos patients. Bah en fait c'est pas tellement comme ça que ça marche. D'abord vous examinez le malade, d'abord vous interrogez le malade, et s'il y a des choses cliniquement qui vont vous faire évoquer des pathologies auto-immunes, alors on cherche les anticorps. Mais aller faire des recherches d'ACAN parce que juste vous comprenez pas ce qu'a le malade, alors allez pourquoi pas, ça peut être auto-immun, bah c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des auto-anticorps dont on sait pas quoi faire et qui vont beaucoup embêter et vous et le patient. Alors, question 7, donc là on arrive sur une partie de la conf où on a décidé de vous faire des petites vignettes cliniques sur les principales connectivites. Donc pour la sclérodermie, chez cette patiente, donc chez cette jeune patiente avec des arthralgies, qu'est-ce qui vous ferait évoquer une sclérodermie systémique? Alors, est-ce que c'est réponse A, des coliques néphrétiques à répétition, réponse B, des télangiectasies de la pulpe des doigts,
Réponse C, des plaques de sclérose cutanée suspendues au tronc ou au ventre. Réponse D, un pyrosis à répétition. Ou réponse E, une dyspnée sans toux pour des efforts modérés. Alors je vous laisse aussi réfléchir un petit peu. Ok, alors on va y aller pour la correction. Globalement, j'ai vu passer les bonnes réponses, donc je suis assez contente. Il y avait des petits distracteurs. Les colites néphrétiques à répétition, il n'y a pas de lithiase urinaire, il y a bien des calcifications dans la sclérodermie, mais c'est des calcifications qui sont sous-cutanées, qui ne sont pas du tout des lithiases urinaires comme on peut voir dans d'autres maladies, et y compris dans des maladies dysimmunitaires comme la sarcoïdose. Les télangiectasies de la pulpe des doigts, donc on y reviendra, ça fait partie des signes pathognomoniques, en tout cas très évocateurs d'une sclérodermie systémique. Les plaques de sclérose cutanée suspendues au tronc ou au ventre, alors je suis désolée, c'était un peu fourbe de ma part ça comme question. Non, la sclérose cutanée dans la sclérodermie, elle est normalement par définition à début distal, c'est-à-dire que ça commence au niveau des doigts, ça remonte vers le coude, ça commence pareil au niveau des orteils et puis ça remonte sur les jambes, et puis au niveau du visage, ça commence par la zone péribuccale et puis ça s'étend au visage et au tronc. Des plaques de sclérose cutanée suspendues, c'est-à-dire toute la peau saine et paf, une plaque de sclérose, ça s'appelle une morphée. C'est une entité dermatologique qui existe, qui a des points physiopathologiques un petit peu similaires à la sclérodermie, mais c'est pas fortement associé à la sclérodermie, hein. Donc attention là-dessus. Le pyrosis répété, oui, parce que c'est un signe de RGO. Et la dyspnée sans toux pour des efforts modérés, on va regarder ensemble pourquoi c'est vrai. Alors, je vous ai fait à chaque fois des petites vignettes comme ça où il y a un peu l'essentiel sur une diapo de tout ce qu'il y a à savoir sur la maladie. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la diapo d'après, que Loris a eu la gentillesse de nous préparer et où ça va être un peu plus visuel. Vous aurez le temps de regarder les détails, notamment les détails d'épidémios qui n'intéressent pas grand monde. Donc là-dessus, vous avez les atteintes majeures de la sclérodermie. Donc vous avez une atteinte cutanée, qui est une atteinte qui va comprendre une sclérose cutanée. Vous voyez sur cette image-là, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais il y a des doigts qui ont une peau assez lisse, assez épaissie. Ça se voit surtout quand on pince la peau. Sur une sclérodermie, vous n'arrivez pas à pincer la peau comme sur une peau normale. Sur le plan cutané, vous allez avoir des télangiectasies qu'on devine un petit peu ici sur le côté de doigt. Donc c'est des petites taches rouges, hein, qui sont des anomalies vasculaires. Vous allez avoir des ulcérations, ça aussi ça fait partie des anomalies microvasculaires, hein, de la sclérodermie. Il y a des défauts de vascularisation en distalité, et donc dès qu'ils se font la moindre petite plaie, en fait ça va s'ulcérer. Là on en devine une juste ici. Alors je suis désolée, c'est un petit peu petit, mais il faut me croire sur parole, c'est en général en fait c'est au niveau de la pulpe du doigt, juste en dessous de l'ongle, hein. Vous allez avoir un réno. Alors là, vous avez un magnifique réno en phase asphyxique avec, si vous le devinez, une petite atteinte du pouce. Et donc attention, l'atteinte du pouce, ça doit vous faire penser à des pathologies sous-jacentes, hein, pour les rénaux, c'est des rénaux atypiques. Et puis vous allez avoir l'atteinte de la sphère digestive avec notamment des RGO et des mégaœsophages qui font que les patients vont avoir des dysphagies, vont avoir des reflux, des pyrosis, des choses comme ça. Et puis vous avez ce qui fait toute la gravité de la sclérodermie, et ce qui en fait fait toute la gravité de la grande majorité des conjonctivites, c'est l'atteinte interstitielle pulmonaire. Donc vous avez ici une image de PINS, comme ça à vue de nez ça ressemble à de la PINS, en tout cas de pneumopathie interstitielle chez une patiente
sclérodermiques. Et alors attention, parce que les sclérodermiques, ils font des atteintes interstitielles, mais ils font une autre atteinte pulmonaire qui, elle, est quand même particulièrement retrouvée dans la sclérodermie, c'est de l'HTAP. C'est pour ça que je vous ai posé la question de est-ce qu'une dyspnée pour des efforts modérés sans tout, ça fait penser à de la sclérodermie? Bah oui, parce que ça fait penser à de l'HTAP. Hein. Voilà. Donc si on passe à la suite, pareil, si vous avez des questions sur la sclérodermie, n'hésitez pas à me les rajouter, on en reparlera à la fin du cours. Donc parmi les atteintes suivantes, lesquelles vous ferez évoquer une myosite? Alors dans les myosites, est-ce qu'on va avoir l'élévation des CPK à 5 fois la normale, l'existence d'une pneumopathie interstitielle, l'existence d'un déficit isolé des fléchisseurs des doigts de façon bilatérale, est-ce qu'on va avoir un érythème des paupières, est-ce qu'on va avoir des troubles de déglutition? Donc pareil, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Ok. Alors, je vois beaucoup de A et E, je vois un petit peu de C. Ok, alors, les bonnes réponses. A, B, D, E. Alors, l'élévation des CPK à 5 fois la normale, normalement, ça pose pas trop de soucis. Il y a une souffrance du muscle, on perd les enzymes du muscle, ça reste assez logique jusque-là. La pneumopathie interstitielle, oui, il y a de la pneumopathie interstitielle dans les myosites auto-immunes. C'est justement un des éléments de gravité. C'est de ça dont meurent les patients, malheureusement, hein, quand ils ont une surmortalité précoce. L'érythème des paupières, on va le voir dans les diapos d'après, c'est un signe très évocateur de dermatomyosite. Et les troubles de déglutition, bah oui, parce qu'en fait, tout ce qui vous fait avaler là, c'est des muscles. Donc c'est des muscles avec des innervations bulbaires, c'est des muscles qui sont un peu particuliers, mais tout ça, ça souffre aussi quand il y a des myosites auto-immunes. Et c'est aussi une grosse cause de surmortalité chez les patients, c'est les pneumopathies d'inhalation, notamment chez les patients assez avancés dans leur maladie, malheureusement. La C, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? C'est parce que il n'y a pas de déficit isolé des fléchisseurs des doigts bilatéraux. Ça n'existe pas dans les myosites auto-immunes. Alors ça existe dans une entité très particulière qui est la myopathie à inclusion, la myosite à inclusion, qui n'est pas à proprement parler une maladie auto-immune, contrairement à ce que son nom peut laisser entendre. En tout cas, dans la gamme des myosites auto-immunes que vous devez connaître, non, les déficits, c'est des déficits qui sont proximaux. C'est des déficits des deltoïdes, donc là, c'est des déficits des psoas, et c'est des déficits en gros des gros muscles qui doivent porter une grosse charge. Et donc qu'est-ce qu'ils vont vous dire les patients? Ça va pas être j'ai du mal à serrer la main, ça va pas être j'ai du mal à tenir la pince pouce-index comme ça. Ce qu'ils vont vous dire, c'est j'ai du mal à aller chercher des choses en hauteur en levant les bras, et c'est j'ai du mal à enjamber des marches parce que j'arrive pas à soulever, à fléchir ma cuisse sur le tronc. Donc ça, c'est très évocateur. Déficit isolé des fléchisseurs des doigts, ça n'existe pas. Alors, pareil, un petit peu de détails sur les myosites auto-immunes. Là, je vous ai mis tous les anticorps enfin pas tous même, je vous ai mis une sélection d'anticorps des myosites auto-immunes. Surtout, ne les apprenez pas. Gardez le truc en référence si ça vous permet d'y voir plus clair quand vous avez un patient concerné, mais vraiment, perdez pas de temps là-dessus. Pour l'épidémiologie, on est sur un patient sur 10 000, donc c'est clairement des maladies rares, avec des profils variables, très variables, selon les anticorps rencontrés. Ça peut aller du mec jeune à la très vieille dame, donc vraiment le profil c'est n'importe qui. Et les atteintes préférentielles, on vous les a mises sur la diapo d'après. En fait, il y en a 3. Il y a la peau,
il y a le muscle et il y a le poumon. Donc sur le muscle, ça fait de la myosite, donc ça fait de la nécrose musculaire, ça fait de l'élévation des CPK, ça fait des syndromes myogènes au niveau des EMG quand vous faites un EMG, et ça fait donc des déficits musculaires. Et ça peut faire des myalgies aussi. Ça peut être des gens qui justement vous consultent parce qu'ils ont des grosses douleurs sur les loges musculaires. L'atteinte cutanée, vous avez l'érythème liliacé des paupières, ça c'est le nom qu'on lui donne à cet érythème-là. Donc vous voyez les paupières qui sont quand même très rouges par rapport au reste de la peau. Vous avez aussi les papules de Glotron qui sont un signe un peu pathognomonique des dermatomyosites. Donc les papules de Glotron, c'est ces érythèmes qui sont au niveau des articulations de la main. Donc ça épargne les zones interarticulaires et ça fait du rouge sur les MCP et sur les IPP. Et puis vous avez l'atteinte pulmonaire, donc qui fait aussi toute la gravité des dermatomyosites et des syndromes des antisynthétases. C'est des vrais tableaux de Pins, c'en est au point que en fait c'est parfois un vrai mode d'entrée dans la maladie, et donc maintenant les pneumologues, quand ils ont des pneumopathies interstitielles comme ça, sans orientation étiologique, ils vont très très vite au screening des anticorps des connectivites, et ils ont raison parce qu'on en rattrape beaucoup comme ça aussi dans les diagnostics. Alors, quelles atteintes vous feraient évoquer un syndrome de Gougerot? On finit, ça c'est la dernière de la liste, un peu catalogue. Donc des sinusites à répétition, des antécédents de conjonctivite récidivante, des aftes buccaux récidivants, une polyadénomégalie et un antécédent de PTI, donc de purpura thrombopénique immunologique. Alors je vois juste pour la sclérodermie qu'on nous demande des petits points entre cutanée limitée, cutanée diffuse, qu'est-ce que c'est, le CREST, tout ça, la classification. Alors déjà c'est pas à connaître pour le CN, de mémoire en tout cas, enfin dans les bouquins ils classent pas la sclérodermie comme un vrai item. On en reparlera un peu plus tard dans l'année, ça reviendra sur certaines de nos confs. Si vous voulez, je peux vous fournir peut-être un cours en PDF ou quelque chose qui vous permettra de mieux comprendre la sclérodermie, mais si je commence à m'empêtrer dans les détails de toutes les connectivites, on va y passer beaucoup de temps. Alors, pour la question sur les Gougerot, je vois beaucoup de B, donc ça c'est bien, et je vois un peu de tout le reste. Donc, les bonnes réponses, il y en avait 2. Alors attention, vous avez le droit de me tomber dessus pour la réponse D, parce que c'est un petit peu foireux aussi. Alors les sinusites à répétition, pas du tout dans le Gougerot. Les sinusites à répétition, c'est un super signe de maladie à ANCA, donc de maladie de Wegener, de maladie de Churg. C'est des gens qui font du granulome au niveau des sinus, mais dans le Gougerot, il n'y a absolument pas de sinusite. Les antécédents de conjonctivite récidivante, évidemment. Les aftes buccaux, attention, c'est dans le B7, les aftes buccaux, enfin dans le B7 notamment. Dans le Gougerot, il n'y a pas d'aftes. Il peut y avoir des lésions liées à la sécheresse, mais c'est pas des vrais aftes. L'antécédent de PTI, alors il peut y avoir des PTI associés à des Gougerots, ça existe, ça reste un terrain dysimmunitaire de base. Néanmoins, clairement, la connectivite qui est la plus associée au PTI, ça reste le lupus. C'est pas forcément un argument majeur en faveur d'un diagnostic de Gougerot-Sjögren. Et puis la polyadénomégalie, en fait, pourquoi on vous l'a mise? Parce que ça, en fait. Parce que les patients avec des Gougerots, alors, je vous ai mis l'épidémio, c'est entre 1 sur 100 et 1 sur 1000, donc quelle que soit votre spécialité, vous en rencontrerez des Gougerot dans votre vie plus tard. C'est des choses qui peuvent paraître assez bénins comme maladie. Il y a des atteintes pulmonaires, mais qui ne sont pas forcément si fréquentes que ça. Donc il y a plein de Gougerot qui vont se présenter avec uniquement un syndrome sec, donc une sécheresse buccale, une sécheresse ophtalmique. Les syndromes secs, ça peut être invalidant, ça peut être même handicapant, ça peut créer d'autres maladies en dessous, notamment des maladies de l'émail, des maladies, des parodies d'omégalie sur le manque de flux salivaire, ça peut faire des anomalies ophtalmiques avec des conjonctivites et des kératites, mais en général, ça menace pas le pronostic vital. Ce qui va menacer le pronostic vital de ces patients à long terme, c'est le surrisque d'hémopathie lymphoïde qui est majeur. C'est un risque ratio qui est à 30 par rapport à la population du même âge, du même sexe, etc. Donc c'est des patients pour lesquels il va falloir traquer les hémopathies lymphoïdes. Je vois les questions en même temps, donc oui, c'est du lymphome, très principalement, qui font les Gougerot, beaucoup plus que des LAL. C'est beaucoup de lymphome. Et si vous avez une polyadénomégalie
un peu foireuse chez un patient qui vient parce qu'il a un peu mal partout et puis il a un syndrome sec. Il va quand même falloir pas laisser passer trop de temps avant de s'en occuper du bilan de la polyadénomégalie. Hop. Alors, je vous remets le petit schéma comme pour les autres. Xérostomique, xérophthalmie, comment ça se mesure? Eh ben, très vite, ça se mesure avec un test de Schirmer pour la xérophthalmie. Donc, le Schirmer, c'est un petit buvard qu'on met dans le cul-de-sac de la conjonctive. On tire un petit peu là sous l'œil et on pose le buvard délicatement. Ça fait absolument pas mal, c'est juste vaguement inconfortable pendant 5 minutes. Et puis, on mesure en fait le nombre de centimètres sur lesquels il y a des larmes qui se sont imprégnées. Comme sur un buvard standard, et en fonction de la durée, en fonction de la longueur du film lacrymal sur le buvard, vous allez pouvoir dire s'il y a ou pas un manque de flux conjonctival. Pour le flux salivaire, il y a 2 méthodes qui sont aussi barbares l'une que l'autre, qui sont pas du tout douloureuses, mais qui sont quand même un peu emmerdantes pour les patients. C'est le flux salivaire où vous leur faites cracher leur salive non-stop pendant 10 minutes dans un petit bocal, et puis derrière vous mesurez à la seringue combien de millilitres de salive ont été fournis. L'autre version, c'est que vous faites mâchouiller une compresse pendant 10 minutes. Vous pesez la compresse avant, vous pesez la compresse après, vous voyez le poids de salive qui a été imbibé pendant la compresse. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas très agréable pour le patient, mais en fait ça se fait très vite et ça permet assez vite de conforter le diagnostic, donc c'est vraiment des bons marqueurs. Hop. Et on vient à la maladie phare, à la maladie star de la médecine interne, le lupus. Donc, chez cette patiente, donc chez Madame Noble avec ses arthralgies, quelles atteintes vous feraient évoquer un lupus systémique? Soit une péricardite dans l'année précédente, soit un syndrome inflammatoire modéré avec une CRP entre 20 et 50 mg par litre, soit une polyarthrite destructrice, soit un décolleté érythémateux, soit des antécédents de fausses couches à répétition. Alors, ok, je vous vois commencer à répondre, ça va, ça vous pose pas trop de soucis. Donc les bonnes réponses, c'est effectivement la A, la D et la E. La péricardite, pourquoi? Parce que c'est une des atteintes phares du lupus, hein, c'est les atteintes des séreuses, donc les péricardites et les pleurésies lupiques. Le syndrome inflammatoire modéré, alors attention, le lupus n'est pas une maladie inflammatoire. Les connectivites ne sont pas des maladies inflammatoires. Comme dans toutes les raids, il y a des exceptions, donc c'est pas inflammatoire, sauf quand il y a des sérites, donc sauf quand il y a une péricardite, typiquement. Quand il y a une péricardite, là, vous pouvez avoir un vrai syndrome inflammatoire biologique, vous allez parfois avoir une authentique fièvre sur une péricardite lupique, mais en dehors de ce contexte particulier, le lupus, le Gougerot, la sclérodermie, ça ne donne pas de fièvre et ça ne donne pas de CRP. Si votre patient est fébrile, si votre patient a un syndrome inflammatoire biologique, il faut chercher ailleurs. Donc là, c'est la polyarthrite destructrice, on l'a dit tout à l'heure, c'est par définition, c'est pas destructeur, les connectivites sur les articulations. Le décolleté érythémateux, évidemment, c'est une des atteintes typiques du lupus, hein, c'est les érythèmes des zones photoexposées. Et puis les antécédents de fausses couches à répétition, pourquoi? Parce que ça va vous faire évoquer un SAPL. Alors, le SAPL n'est pas le lupus. Il y a des lupiques sans SAPL. Par contre, le fait d'avoir un SAPL associé à une connectivite, ça fait quand même penser à du lupus très fortement aussi. Hop. Alors le SAPL, j'y reviens pas volontairement parce que d'abord on n'a pas le temps et puis parce qu'on y reviendra sur une conférence future du cycle de l'année. Donc sur le lupus, les anticorps, je vous les ai remis ici. Point crucial, et ça c'est valable que pour le lupus, c'est pas valable pour toutes les autres connectivites. Un lupus sans ACAN, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un patient lupique
qui a des ACAN qui sont au 1/80e, voire complètement négatifs, c'est pas un lupus. Ça vous élimine le diagnostic. C'est 100% des lupus qui ont des anticorps antinucléaires. C'est pas vrai pour les autres connectivites. Il y a d'authentiques Gougerot, il y a d'authentiques même sclérodermie avec pas d'anticorps retrouvés. Pour le lupus, c'est complètement impossible, quoi. Ça ne se voit pas, ça se voit dans des cadres syndromiques dont vous n'entendrez jamais parler, et tant mieux pour vous. Donc non, vraiment, vous éliminez le diagnostic si on vous a dit qu'il n'y avait pas d'ACAN, quoi. La fréquence du lupus, alors ça je vous l'ai mis juste pour vous faire comprendre que c'était pas une maladie si rare que ça. Pourquoi? Parce qu'on est entre 1 sur 10 000 et 1 sur 1000. Donc 1 sur 1000, on n'est pas dans la maladie rare. Hein. Et en fait, c'est très variable selon les zones géographiques. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas où vous étudiez, je ne sais pas où vous pratiquerez plus tard. Si vous pratiquez dans les Antilles, il y a de fortes chances que vous ayez une prévalence de lupus qui soit largement supérieure à celle qu'on peut avoir à Lille ou à Brest, quoi. Donc bah oui, ça reste une maladie plutôt rare, mais selon les zones géographiques où vous bossez, ça peut être une vraie maladie rare comme une maladie pas rare du tout. Ok, alors, les atteintes préférentielles. Là, c'est un catalogue. Je vais essayer de pas être hyper ennuyeuse là-dessus, d'autant qu'on y reviendra sur une autre conf entièrement consacrée au lupus et au SAPL. Donc vous avez ces atteintes-là, que je vous laisse lire, qui sont les atteintes les plus emblématiques du lupus. Je vous laisserai lire ça tout à l'heure tranquillement avec le PDF à froid. Là, vous avez le petit bonhomme avec les grandes atteintes à retenir. Globalement, s'il y a un truc à retenir, c'est que la gravité du lupus, contrairement aux autres connectivites, c'est pas sur l'atteinte interstitielle pulmonaire, c'est surtout sur l'atteinte rénale. L'atteinte rénale, c'est quasiment 50% des patients. Et si elle n'est pas prise à temps, si elle n'est pas contrôlée correctement, ça mène en dialyse et ça mène à des morts très prématurées. Donc on est quand même sur des choses qui impactent assez gravement le pronostic de vos patients lupiques. Hop. Alors, si on se met là, je vous ai mis juste quelques photos, de rash dans des zones photo-exposées. C'est un peu l'atteinte dermatologique emblématique du lupus. Alors vous avez à gauche de l'écran le vespertilio, qui est cette atteinte érythémateuse malaire, donc qui va atteindre les joues, qui va atteindre éventuellement le nez, le bord supérieur du nez, mais qui classiquement épargne les sillons nasogéniens qui sont ici. Vous allez avoir des atteintes du décolleté, donc en fait c'est les zones photo-exposées. Les zones photo-exposées, c'est le visage, le décolleté, éventuellement le haut du dos, et puis les mains, voire les bras selon la saison de l'année. Mais sur les mains, ça fait ces atteintes-là. Alors si vous vous rappelez tout à l'heure de l'image des papules de Glotron que je vous ai montré, en fait c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que dans les papules de Glotron, qui sont donc des signes de dermatomyosite, il y a de l'érythème sur les articulations, et bien le lupus c'est l'inverse. Il y a de l'érythème entre les articulations des mains, et ça épargne plus ou moins, en tout cas, les zones articulaires. Le rash au niveau du décolleté notamment, il peut avoir beaucoup de présentations. Ça peut être juste de l'érythème, ça peut être des vrais rashs maculo-papuleux, ça peut être desquamatif, ça peut brûler, ça peut gratter. Là, vous voyez qu'il y a quand même des lésions ici qui ont quand même l'air d'être excoriées, donc probablement que ça a été un petit peu gratté. C'est assez pléiomorphe, hein. Le lupus, ça donne un peu tout quand même. Donc ça, vous avez la même chose avec les zones photo-exposées. Donc les mains, là, c'est vraisemblablement en été parce que tous les bras ont ramassé. Et puis le décolleté qui est très rouge. Et vous voyez la trace des vêtements, hein, sur les patients. Alors d'autres atteintes de lupus, ça c'est ce qu'on appelle des lupus chroniques, donc c'est des entités un petit peu particulières dans la présentation des lupus. Donc vous avez le lupus tumidus et l'alopécie en plaques. Le lupus tumidus, c'est des atteintes nodulaires en fait, hein. Donc là on voit qu'il y a du nodule enchâssé dans la peau, que c'est vraiment en relief, que c'est vraiment très rénitent à la palpation. Et puis l'alopécie en plaques, c'est ça, en fait c'est une atteinte érythémato-squameuse du scalp qui va laisser une alopécie cicatricielle. Alors c'est des alopécies en plaques, donc avec une plaque pathologique posée au milieu du scalp et puis le reste du scalp qui est à peu près sain en face. Donc ça c'est pour les atteintes dermato. Pour les atteintes rhumato, je reviens juste sur ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai dit ça ne déforme pas, ça ne détruit pas. Alors ça ne détruit pas, c'est vrai.
ça déforme un petit peu quand même le lupus, ça déforme avec ce qu'on appelle le rhumatisme de Jacou, qui est une présentation qui se voit plus tellement maintenant. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais en rencontrer, en tout cas jusque-là. C'est sur des vieux lupus, c'est sur des gens qui ont un lupus qui a évolué depuis pas mal d'années, a fortiori à une époque où on avait des traitements qui étaient quand même moins performants que ceux qu'on a maintenant. Et donc, dans le rhumatisme de Jacou, on a des vraies déformations, notamment avec un coup de vent cubital, comme vous pouvez voir là sur la radio. Mais attention, si vous regardez bien sur la radio, il n'y a pas d'érosion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction de l'os, contrairement à ce qu'on voit dans la PR. Et en fait, dans le rhumatisme de Jacou, c'est plutôt une destruction des ligaments, des tissus de soutien des articulations qui font qu'il y a cette déformation, mais il n'y a vraiment pas d'érosion osseuse. Ok. Alors, on finit avec les histoires de notre patiente. Après un réinterrogatoire soigneux, il semble exister une notion de photosensibilité chez votre patiente. Les radiographies articulaires ne montrent pas d'atteinte érosive. Le bilan biologique met en évidence des ACAN au 640e et des anti-DNA positifs. Et le reste du bilan immunologique est sans particularité. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Atteinte clinique compatible, tableau général compatible et des anti-DNA, c'est un lupus. Vous retenez donc le diagnostic de lupus systémique avec une atteinte rhumatologique prédominante. Donc, à propos de la prise en charge de base de cette atteinte lupique, quelles mesures vous paraissent préconisables? Alors, est-ce que vous allez mettre à cette patiente une corticothérapie à forte dose, donc 0,5 à 0,7 mg/kg? Est-ce que vous allez mettre un traitement de fond par hydroxychloroquine? Est-ce que vous allez mettre une interdiction formelle des contraceptifs oraux? Est-ce que vous allez mettre une protection solaire par écran total à chaque exposition? Et est-ce que vous allez lui dire d'arrêter de fumer parce que, non, pas juste parce que le tabac c'est pas bon, mais parce qu'en plus le tabac ça favorise les poussées de lupus. Alors je vous laisse un peu de réflexion aussi. Alors, en tout cas, je vois que les réponses sont plutôt pas mal. Et il y a Louis qui nous a dit que la C, c'était s'il y avait du SAPL. Et ben écoute Louis, je suis assez d'accord avec toi globalement. Donc on va corriger ça tout de suite. Donc évidemment, les bonnes réponses, c'était la B, la D et la E. Et puis donc je vous propose de regarder directement les diapos suivantes qui devraient répondre normalement à ces questions-là. Alors, pour la prise en charge de base du lupus, vous n'avez pas à savoir gérer un lupus rénal, machin, enfin ça c'est pas votre travail, vous êtes externe, apprenez les bases. Donc apprenez que le lupus, il y a 3 choses: l'arrêt du tabac, donc globalement les mesures de prévention des poussées lupiques. Donc le tabac, ça favorise les poussées du lupus, donc c'est hyper important comme message. Faites arrêter de fumer vos patients s'il vous plaît. Il y a la photoprotection parce que la photosensibilité du rash, elle est liée à la photoexposition. Donc photoprotection, ça veut dire vêtements, ça veut dire éviter l'exposition solaire, notamment en été, et ça veut dire écran solaire avec un indice de photoprotection élevé, y compris l'hiver. Normalement, un vrai dermatologue qui fait du lupus vous dira qu'il prescrit son écran total à ses patientes l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, peu importe, dès qu'elles sortent, normalement c'est écran total. Ensuite, pour le traitement médicamenteux du lupus, il y a les antipaludéens de synthèse, donc l'hydroxychloroquine en tête de file, qui est globalement ce qu'on a de moins toxique, qui sont prescrites, c'est très simple, à tous les patients lupiques. Pourquoi? Parce que c'est un des traitements les plus simples et les mieux tolérés qu'on ait, qui permettent, et ça fait longtemps que ça a été montré, qui permettent de réduire le nombre de poussées. Donc, à partir du moment où vous avez un diagnostic de lupus en France, vous allez être mis sous plaquenil et en général ça se passe très bien et ça permet, quand il y a une bonne observance, de diminuer le risque de poussée de la maladie.
Donc l'hydroxychloroquine, excellente tolérance, surveillance ophtalmo-annuelle, on y reviendra. À maintenir pendant la grossesse, c'est pas du tout un traitement toxique pour le fœtus, c'est un traitement qui peut être pris à n'importe quel stade de la grossesse, donc surtout, ne le faites pas arrêter à des patientes lupiques pendant leur grossesse, c'est le meilleur moyen pour qu'elles fassent une poussée pendant la grossesse, et que là ça se passe très mal. Les corticoïdes, alors les corticoïdes, c'est des super médicaments. Pourquoi c'est des super médicaments? Parce que c'est des médicaments qui agissent fort et qui agissent vite. Donc les corticoïdes, ils sont utilisés dans les formes menaçantes. Quand vous avez quelqu'un qui est en train de perdre son rein sur un lupus, qui arrive avec une glomérulonéphrite lupique de classe 4, avec une atteinte rénale assez rapidement progressive, et ben la meilleure solution qu'on ait, c'est de faire 3 bolus de méthylprednisolone, donc de corticoïdes en IV, pendant 3 jours et de relayer par voie orale avec une corticothérapie orale à forte dose également. Par contre, en dehors de ces situations de menaces fonctionnelles ou vitales, c'est plutôt pas un médicament qu'on utilise, c'est possible dans les formes articulaires quand il y a vraiment une atteinte invalidante qui va résister au traitement symptomatique, mais à ce moment-là, c'est surtout pas à forte dose comme je vous l'ai mis dans la question précédente, c'est évidemment à toute faible dose, 0,1-0,2 mg/kg, déjà 0,2 mg/kg c'est beaucoup, et on essaye de les arrêter vraiment dès qu'on a réussi à passer le cap de l'atteinte articulaire gênante. Et les immunosuppresseurs, ils sont réservés, eux, aux patients qui ont des atteintes menaçantes, donc que ce soit rénales ou neurologiques ou cardiaques. Donc ça, c'est vraiment quand on a besoin d'avoir une grosse couverture immunosuppressive. Hop, alors, question d'après, on avait parlé de la contraception. Est-ce que les contraceptifs sont contre-indiqués? Eh bien non. Heureusement, on est en 2020, les patientes lupiques ont des solutions pour avoir accès à une contraception. Alors ça reste quand même une maladie pas anodine, même dans les formes assez peu symptomatiques. Donc ça nécessite quand même d'avoir une réflexion sur quelle contraception va pouvoir être prescrite ou pas. Mais globalement, toutes les contraceptions sont dans l'absolu possibles en cas de lupus. Le risque qu'on va avoir, c'est dans les œstroprogestatifs, c'est le risque de pousser. Donc ça, c'est vraiment un truc, si vous avez une patiente avec une maladie qui n'est pas bien contrôlée, qui est très invalidante au quotidien, on ne met pas d'œstroprogestatif, surtout pour éviter les poussées. La deuxième chose, et ça c'est valable pour toutes les contraceptions hormonales, donc que ce soit œstroprogestatif pilule par la bouche, que ce soit des progestatifs en pilule ou en implant ou en DIU, ça va être le grand problème du SAPL. Les patientes qui ont un SAPL, voire même qui ont une immunité d'APL et qui n'ont pas encore fait de thrombose, on va vraiment essayer d'éviter les contraceptions hormonales, et donc chez ces patientes-là, on va plutôt s'orienter vers des DIU. Et puis les DIU eux-mêmes, ils sont complètement possibles, mais alors dans le cas des SAPL, on ne mettra pas de DIU progestatif, et à l'inverse, dans le cadre des thrombopénies, parce que donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les thrombopénies immunologiques, elles sont quand même associées au lupus, chez des patientes qui risquent d'avoir quand même un risque de saignement pas anodin, on évite les DIU au cuivre, qui sont quand même associés à un petit peu plus de risque de ménométrorragie chez ces patientes. Donc je vous ai remis ici ce petit tableau qui a vraiment l'avantage d'être hyper clair, je trouve. Si vous devez retenir qu'une seule chose sur la contraception du lupus, c'est ça, il y a tout dessus. Et donc là, on était dans ce cas-là, on est chez une patiente jeune qui a un lupus non sévère, alors qui est sans, pas encore tout à fait, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle soit réfractaire au traitement. Donc elle, on va pouvoir lui laisser une contraception œstroprogestative si c'est ce qu'elle prenait. Si c'est pas ce qu'elle prenait, on pourra peut-être s'orienter plutôt vers des progestatifs qui ont moins de risque de déséquilibrer sa maladie lupique, ou vers des DIU si c'est ce qu'elle souhaite. Hop. Alors, microprogestatif, parce que je tombe sur la question en même temps, normalement, même microprogestatif, s'il y a un SAPL, c'est contre-indiqué. Donc les SAPL, c'est vraiment DIU, DIU, DIU. Et puis c'est référence à des centres vous envoyez les patients au centre de référence, en général vous les gérez pas tout seul dans votre coin. Alors ensuite, concernant les complications iatrogènes de ces traitements, quelles mesures complémentaires allez-vous proposer à Madame Noble? Donc une vaccination contre la fièvre jaune, une vaccination anti-pneumococcique, une vaccination anti-VHA, une visite annuelle chez le dentiste,
et un déparasitage systématique par ivermectine. Donc si on se remet juste dans le contexte, là à ce moment-là, elle a des arthralgies et une photosensibilité, vous allez la mettre sous hydroxychloroquine de façon certaine, vous allez probablement avoir besoin de la mettre quand même sous corticoïde à un moment, et puis il ne faut pas oublier que le lupus c'est quand même une maladie qui évolue dans le temps, donc elle n'est pas complètement garantie de ne pas avoir besoin d'une grosse immunosuppression dans les années qui viennent. Donc avec ces informations-là, qu'est-ce que vous faites pour elle ? Alors, on me dit BDE globalement dans les réponses. Je suis presque d'accord avec vous. Presque. Parce que j'ai fait exprès de vous préciser, pour pas que ce soit trop piégeux, qu'elle allait probablement avoir des immunosuppresseurs à un moment. Et donc la correction, en tout cas la correction telle que nous on l'a faite, c'est pas parfait, de toute façon je suis pas PUPH et je pose pas de questions à l'ECN, mais nous on a mis la vaccination contre la fièvre jaune aussi. Pourquoi ? Parce que cette patiente elle voyage en Afrique de l'Ouest, c'était dit à la première diapo, elle est à risque d'avoir besoin d'immunosuppresseurs dans le futur, et quand on met des immunosuppresseurs au lupite, en général c'est dans un contexte d'urgence, donc on n'a pas forcément le temps de bien gérer les choses en amont. Donc si vous avez une patiente qui est à risque de plus pouvoir faire de vaccin vivant de sa vie parce qu'elle sera sous immunosuppresseur, bah faites-lui avant en fait, ça va pas vous enlever grand chose, elle ça va lui permettre d'être couverte pour les années à venir sans aucun problème. Donc vraiment chez elle, moi j'aurais pas réfléchi longtemps avant de faire le vaccin contre la fièvre jaune. Antipneumococcique, ça c'est à peu près clair pour tout le monde, immunodépression, corticoïdes, maladie de système, on vaccine, grippe, pneumocoque. Vaccination anti-VHA, ça se discute, mais a priori, là, tout de suite, elle n'en a pas besoin, il n'y a pas un voyage en préparation, et de toute façon, quels que soient les immunosuppresseurs qu'on lui mettra plus tard, on pourra la vacciner, donc ça peut attendre. La visite annuelle chez le dentiste, bah oui, ça c'est les recommandations de tout le monde en fait, hein, c'est d'aller chercher des foyers infectieux profonds, donc il faut faire particulièrement attention chez les lupiques. Et le déparasitage systématique par ivermectine, bah oui, elle a voyagé, donc avant toute l'orticothérapie chez un patient qui a mis les pieds une fois dans sa vie, même si c'est il y a 20 ans en zone d'endémie, on met de l'ivermectine. Une fois, c'est hyper pratique, c'est 5 comprimés à donner un jour donné, et puis c'est fini. Donc vous embêtez pas à réfléchir, à faire des sérologies en dilule, tout ça, on s'en fout. Le patient a voyagé, il est vous allez lui mettre des corticoïdes, vous lui donnez ces 5 comprimés d'ivermectine, et c'est fini. Hop. Alors, les complications iatrogènes dans le lupus. Alors, je vais pas refaire tout le détail parce que ça aussi on le reverra sur les conférences spécialisées sur le lupus, mais globalement, les complications cardiovasculaires, c'est la première cause de morbimortalité des lupiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos patientes lupiques, en fait, elles meurent du cœur et des vaisseaux. Donc, s'il y a des cardiologues qui nous regardent, en fait, il faut essayer d'éviter ça. Il faut essayer de prendre en charge au maximum les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont modifiables. Il faut insister beaucoup sur les règles hygiéno-diététiques. Et puis, il faut qu'il y ait une vraie surveillance cardiovasculaire selon l'âge et selon les facteurs de risque cardiovasculaires. Évidemment, même juste chez une lupique. Une lupique de 25 ans, elle n'aura pas besoin de voir forcément un cardiologue tous les 6 mois, quoi. Mais en tout cas, voilà, la lupique de 50 ans qui a mangé des corticoïdes dans sa vie, il faudra qu'elle ait un checking, un checking des artères, un checking du cœur, qu'elle voit au moins en consultation un cardiologue une fois tous les ans, voire tous les 2 ans si vraiment ça va, mais qu'elle voit en tout cas des cardiologues de façon assez régulière. Pour le diabète cortico-induit, pareil, je reviens pas sur tout le détail. S'il faut que vous gardiez en mémoire, c'est que entre 5 et 10% des patients, après 1 an de traitement par corticoïde, développent un diabète cortico-induit.
Évidemment, ça dépend du terrain. Dans les maladies de Horton, où c'est des patients très âgés, malheureusement, il y en a beaucoup qui décompensent leur diabète. Chez des lupiques très jeunes, en général, les premières années, ça se passe bien. Mais en tout cas, attention aux décompensations et attention au suivi glycémique. De façon générale, quand vous mettez des grosses doses de corticoïdes à quelqu'un, surveillez cette glycémie le soir et donnez-lui les règles hygiéno-diététiques, donc pas de sucre rapide en trop grosse quantité notamment. Et avec ça, ça peut bien se passer normalement. L'ostéoporose, pareil, je ne reviens pas dans le détail, on le fera un petit peu plus tard. Vous avez ce super algorithme du Griot qui date un peu de 2013 mais qui n'a pas été réactualisé à ma connaissance depuis sur la question de quand est-ce qu'on fait un traitement anti-ostéoporose chez les patientes lupiques. Alors, deux choses à retenir, toute corticothérapie un petit peu prolongée, vous faites une ostéodensitométrie, vous ne vous posez pas de questions, soit vous allez le traiter et ça vous servira de baseline pour le traitement, soit vous n'allez pas le traiter, ça va vous permettre d'estimer le risque individuel. Donc au-delà de 50 ans, donc, femme ménopausée, homme au-delà de 50 ans avec une corticothérapie au-delà de 3 mois. Alors le cutoff c'est 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois. En médecine interne on est souvent malheureusement au-dessus des 7,5 mg. Donc au-delà de 50 ans vous traitez toujours. Il y a toujours une recommandation à prévenir l'ostéoporose avec des traitements médicamenteux. En dessous de 50 ans c'est beaucoup plus discutable. C'est selon le risque individuel, selon le score FRAX, selon éventuellement d'autres paramètres. En tout cas, ça se discute avec les rhumatologues et ça se fait vraiment au cas par cas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les corticoïdes, ça marche super bien, mais ça abîme. Je vous ai remis cette petite vignette que je trouvais très marrante au moment où on était en plein dans le feu du Covid. Et bon, c'était dit que la dexaméthasone, qui est donc un corticoïde un petit peu puissant, pouvait être efficace contre le Covid. Ouais, mais si vous mettez de la dexaméthasone à tout le monde, au bout d'un an, les gens, ils sont comme ça. Ils ont des syndromes métaboliques, ils ont du diabète, ils ont des pathologies cardiovasculaires, c'est pas génial. Donc l'épargne cortisonique, c'est vraiment la base de votre travail. En tout cas, c'est la base du travail des internistes, c'est d'essayer de virer le plus vite possible les corticoïdes sans faire ressurgir la pathologie sous-jacente. Pour les complications liées aux antipaludéens de synthèse, donc je vous les ai mises là, c'est une atteinte rétinienne avec comme symptôme précoce une dyschromatopsie d'axe jaune-bleu. Et comme symptômes plus tardifs, des baisses d'acuité visuelle et des sclotomes. Et donc pour tous les patients qui sont traités par hydroxychloroquine, il y a un suivi ophtalmo annuel à faire impérativement, avec au moins un fond d'œil, un champ visuel et un OCT maculaire. Donc là, vous avez des images d'OCT. Concrètement, je ne suis pas ophtalmologiste, donc je ne pourrais pas vous les interpréter avec précision. Globalement, il y a des atteintes périfovéolaires, c'est tout ce que je peux vous dire. Et après, c'est aussi les ophtalmos qui font leur travail en checkant toutes les complications potentielles des antipaludéens de synthèse. Globalement, c'est quand même très bien toléré sur le plan visuel. On est à peu près à 1%, 2% de prévalence d'atteintes maculaires chez les lupiques, et ça concerne en général des gens qui ont pris du plaquenil pendant plus de 5 à 10 ans. Donc c'est quand même pas non plus la préoccupation que vous devez avoir en tête au début d'une maladie. Et puis les complications liées à l'immunodépression, donc il y a une petite coquille de mise en page, évidemment ça fait pas partie des complications liées aux antipaludéens de synthèse, mais l'infection c'est la première cause de surmortalité, donc un facteur de risque cardiovasculaire strictement équivalent, c'est la première cause de surmortalité des patients lupiques. Et donc là, vraiment, cri du cœur, par pitié, vaccinez vos patients immunodéprimés, vaccinez vos patients avec des maladies de système. Parfois, il faut argumenter, parfois, il faut prendre des quarts d'heure et des quarts d'heure d'explication. C'est pas grave, ça vaut le coup. On est en 2020, je voudrais bien arrêter d'avoir des patients qui meurent de grippe l'hiver parce qu'ils n'ont pas été vaccinés alors qu'ils sont sous corticoïdes et sous immunosuppresseurs. C'est vraiment trop bête. Pour les vaccins vivants, mis à jour avant traitement immunosuppresseur, alors on me faisait remarquer dans les commentaires que elle a voyagé en Afrique de l'Ouest, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va y retourner. Bon, je suis d'accord, c'est un peu foireux, peut-être que j'aurais dû dire qu'elle avait un voyage dans un an. En tout cas, l'idée, c'est pas juste de lui demander si elle compte voyager là bientôt. L'idée, c'est de dire que finalement, pour tous les patients sur lesquels il y a un risque de mettre un traitement immunosuppresseur, a fortiori de façon urgente à un moment, c'est bien de checker, tant qu'ils en ont pas, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme mise en route de vaccin. Typiquement le ROR, si vous avez des gens qui n'ont pas été vaccinés contre le ROR, rattrapez-leur vite le ROR dès que vous savez qu'ils sont à risque d'avoir des immunosuppresseurs plus tard.
Les prophylaxies, donc il n'y a pas d'antibioprophylaxie systématique selon les immunosuppresseurs que vous allez utiliser. Ça, c'est un peu sur avis d'expert encore. Et il y a un petit sur-risque de néoplasie avec les immunosuppresseurs, mais qui ne met pas qui fait pas avoir un dépistage particulier. Il faut juste être assez rigoureux sur le fait que il faut un dépistage, donc il faut le frottis, etc., de façon déjà organisée. Hop, et donc je finis là-dessus. Ça, c'est un peu ou prou la question qu'on vous avait mis en teaser. Donc normalement, vous avez toutes les données maintenant à la fin de la conf pour y répondre. Donc quel suivi est-ce qu'on organise de façon régulière pour une patiente lupique? Consultation mensuelle en médecine interne? Non. On ne voit pas les patients tous les mois, il n'y a pas lieu de voir les patients tous les mois, sauf si on est vraiment dans des périodes de poussée exceptionnelles. On les voit plutôt tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Contrôle de la protéinurie tous les 6 mois, oui, absolument. L'atteinte rénale, ça se dépiste. Et comment on la dépiste? On la dépiste en voyant si les patients pissent leurs protéines. Et ça se voit très bien sur les BU. Donc déjà, faites des BU à vos patients. Et puis, idéalement, faites-leur faire quand même protéinurie, créatinurie sur échantillon tous les 6 mois en laboratoire. La surveillance du taux d'anti-DNA, alors là-dessus on avait été un peu fourbe aussi parce que pour la question teaser qu'on a mis sur le site, on avait mis non pas la surveillance d'anti-DNA mais la surveillance des titres d'ACAN. Et donc attention, les titres d'ACAN ça ne se surveille pas. Les anti-DNA ça se surveille, il y a un monitoring des anti-DNA qui est intéressant dans le lupus, c'est un marqueur de poussée, comme la chute du complément, on en reparlera dans les confs dédiés, mais les ACAN, ça ne se surveille pas. Les ACAN, ils ont été là ou ils n'ont pas été là, et puis derrière, il n'y a pas de surveillance du titre, ça n'a aucune valeur dans le suivi de la maladie lupique. Donc attention là-dessus. La consultation ophtalmo annuelle, évidemment, c'est pour la surveillance du plaquenil, donc oui. Et les radiographies des mains à intervalles réguliers, eh ben non, parce que justement, c'est pas destructeur, c'est pas érosif, donc il n'y a pas lieu de faire des radios des mains à intervalles réguliers chez les lupiques. Hop. Voilà pour la correction. Bon, sur ce, là, on a fini la conférence, donc ce que je vous invite à faire, s'il y a vraiment des questions urgentes, vous pouvez me les poser là pendant les minutes qui vont suivre sur le chat. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes qui avaient trouvé réponse, notamment sur la vascularite de B7, qui est bien une vascularite, qui n'est pas une vascularite auto-immune. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont classée comme ça dans le collège, si c'est le cas. On posera la question, mais il n'y a pas du tout d'auto-anticorps associé à la maladie de B7. Pour ce qui était... Alors, il y avait une question sur immunité cellulaire adaptative, humorale, innée. Alors, attention, l'immunité cellulaire, c'est une immunité qui est médiée par les cellules. L'immunité humorale, c'est une immunité qui est médiée par des protéines, par des cytokines, par des anticorps. Dans l'immunité innée, globalement, c'est les PNN, les macrophages, les cellules mononucléées. Dans l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes. Dans les lymphocytes, il y a de l'immunité cellulaire, puisque les lymphocytes T, CD8, c'est des CD8 cytotoxiques. Donc c'est le lymphocyte lui-même qui va aller casser la gueule du microbe ou de la cellule infectée. Et il y a de l'immunité humorale, parce que les lymphocytes, ils produisent aussi des anticorps. Donc en fait, la dichotomie, elle n'est pas selon innée adaptative, cellulaire humorale, c'est encore un autre type de classification. Il y a du cellulaire et de l'humoral, et dans l'immunité innée, et dans l'immunité adaptative. Voilà, j'espère que ça a répondu un peu à la question. Je crois que c'était Salomé qui l'avait posée. Voilà, s'il y a d'autres questions un petit peu plus tardives, vous avez nos 2 adresses mail sur l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer les questions. Envoyez-les plutôt à moi plutôt qu'à Loris pour cette conf-là, comme c'est moi qui étais avec vous. Et puis, voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vais juste vous mettre quelques petites diapos d'informations pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Cartesia. La conférence Cartesia, donc elle a une offre annuelle de préparation à l'ECN, avec comme mantra comprendre ce que l'on apprend pour ancrer ses connaissances durablement. J'espère que vous avez compris des choses aujourd'hui. Ça traite donc de toutes les spécialités, il y a plus de 80 conférences en vidéo, en direct par an, et en plus de ça, il y a des petits focus synthétiques de cours, donc on se retrouvera sur le programme de médecine interne, il y aura 5 conférences de médecine interne à proprement parler, et puis quelques petits focus en plus pour aller expliquer des points qu'on a beaucoup plus de mal à faire de façon didactique.
La préparation, elle va s'organiser comme ça. Il va y avoir les 3 premiers mois, donc de septembre à décembre, enfin même de fin août à décembre, les spécialités d'organes. Ensuite, on se retrouvera, Loris et moi, pour vous faire des conférences de médecine interne au sein du cycle de conférences de spécialités transversales. Et puis à la fin, il y aura les spécialités médico-chir et la psychiatrie entre le mois de mars et le mois de mai. Voilà, et donc en ce moment, offre jusqu'au 31 août à 500 € l'année, donc 50 € par mois. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous si vous voulez vous abonner. Et si vous voulez pas vous abonner, vous avez quand même le droit de m'envoyer des questions par mail, il n'y a pas de problème, on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous. Alors, je regarde juste un petit peu les dernières questions. Alors, est-ce qu'on considère l'hydroxychloroquine comme une contre-indication vaccin vivant? Pas du tout. L'hydroxychloroquine, c'est pas un médicament immunosuppresseur. C'est à la rigueur un médicament un peu immunomodulateur. Ça marche pas du tout en déplétant les lymphocytes. Ça marche pas du tout en inactivant les lymphocytes. Donc, l'hydroxychloroquine, vous avez le droit de faire les vaccins. Justement, c'est pour ça que c'est un peu la période propice dans les lupus. C'est quand ils ont juste un lupus cutané articulaire, avec juste un peu de pléquénil. Mais en fait, avant le jour où ils vont faire l'atteinte rénale, où vous allez être obligé de sortir le bazooka pour les traiter, c'est là qu'il faut se poser la question de mettre à jour les vaccins vivants. Ok, je vous propose qu'on s'abandonne là, qu'on se quitte ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les prochaines seront à votre goût. Si vous avez des commentaires aussi sur la façon de faire les conférences, d'organiser les conférences, vous pouvez nous en faire part par mail, on sera toujours preneur des retours. Et voilà, moi je vous retrouve au mois de décembre pour le cycle de conférences de médecine interne. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes révisions. Voilà.